Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Go, go, go. C'est parti, on est chaud. On va faire un podcast qui tient vraiment. Ça fait 2 ans que je l'attends, ce putain de podcast. Flavie, c'est l'Arlésienne. Vraiment le podcast dont on ne cesse de vous parler. Le vent pas trop parce que ça se trouve ça va être tout pourri. Depuis le départ, c'est le podcast sur les fameuses picaseries. Alors aujourd'hui, on est justement avec Thomas Munier alias Pika. Thomas. Salut tout le monde, impeccable. Et puis nous sommes avec Flavie qui réclame ce podcast depuis des mois et des mois. C'est mon cadeau de Noël, mon cadeau d'anniversaire. Avant, je voudrais juste faire un petit point quand même pour parler d'une petite actualité qui concerne le blog de la cellule. C'est, vous l'avez vu depuis maintenant 2 semaines, il y a un petit onglet pour faire un don, pour nous aider à continuer à vous proposer des podcasts hebdomadaires. Sur le Facebook de la cellule, j'ai fait des blagues pas drôles pour l'avertir. Il y a eu des blagues apparemment pas drôles sur le podcast de la cellule, paraît-il. Donc voilà, vous pouvez nous aider comme ça, nous faire un don pour... on a déjà, à l'heure où je vous parle, reçu suffisamment de dons pour pouvoir nous acheter le micro qui nous manquait, donc c'est super. C'est trop Maintenant, cool, merci. le reste... Il faut acheter un disque dur externe pour l'ordi de ROM, on peut même plus lui balancer des MP3, c'est la misère. Donc, référence au podcast qu'on a enregistré la semaine dernière sur Musique Sombre pour Jeux de rôle sombre. Aujourd'hui, finalement, c'est un podcast qui est un peu une deuxième partie de ce podcast, dans la continuité de ce podcast qu'on a enregistré. C'est les techniques. Alors là, on va pas parler uniquement de la musique, on va parler un petit peu de... Je propose même qu'on n'en parle pas du tout. Ah, d'accord, ok. On va même pas parler du tout de la musique. Parce qu'on a vraiment fait 1h30 de podcast sur le sujet, donc j'ai pas envie de remettre le tapis. Je pense que les auditeurs aussi, on a fait le tour, hein, clairement. Moi, je veux les picaseries, tous ces petits trucs que tu as fait qui à chaque fois ont transformé des jeux qui étaient pas top à la base en trucs monstrueux qu'on a fait. Voilà, moi j'aimais bien. C'est ça. Alors déjà, je pense qu'on peut peut-être commencer par donner une définition de ce qu'on appelle des techniques. Qu'est-ce que tu appelles des techniques ? Je crois que dans le temps, quand je t'ai rencontré, maintenant, je ne sais pas combien de temps on se connaît, mais dans le temps, tu appelais ça des routines. En fait, routine de maîtrise, c'est un terme que j'ai emprunté à Johan Scipion. En fait, c'est lui qui l'utilise. On dit Scipion ? On dit pas Scipion. Scipion, non. D'accord, ok. Je donne tout à Scipion. Tu fais bien de me prendre, c'est Scipion, ouais. Pardon pour les inconnus, ça m'a échappé. En fait, ce qu'il appelle des routines de maîtrise, et le terme que j'ai repris à mon compte, c'est quand dans un livre de jeu, on va te dire comment t'as le système, hein, on va dire comment. Donc c'est-à-dire il y aura le système de résolution. Ouais. Il va y avoir les conseils de maîtrise qui font partie du livre de jeu. Ouais. Bon, c'est un livre de jeu bien rédigé en tout cas. Et puis le scénario, l'univers et tout. Ouais. Et puis les routines de maîtrise, grosso modo, c'est ce que le MJ amène de lui-même, quoi. C'est pas écrit dans le bouquin, mais il le rajoute parce qu'il estime que c'est nécessaire ou parce que il a envie d'apporter des choses qui sont pas dans le livre de jeu. Et je vais faire une petite référence à un article de Grégory Pogorzelski là, qui avait fait vachement polémique, qui avait fait du bruit cet article, mais bon, je pense qu'il aime bien faire du bruit, donc. Il aime bien faire du bruit derrière le paravent. Si tu veux voir cet article-là, il doit y avoir une centaine de commentaires. Très polémique, ces articles. D'ailleurs, je ne sais pas où il va le trouver le temps de rédiger tout ça. Ça, c'est une question que j'ai envie de lui poser s'il écoute ce podcast. Mais où est-ce qu'il trouve le temps de faire tout ça ? Il répond à tous les commentaires. Il écrit des articles qui sont quand même de qualité. Je veux dire, peut-être qu'il ce mec est un génie. Peut-être il doit être comme moi. Il fait du travail de bureau en fait. C'est ça. Je sais pas. C'est ça. Vous devez me rendre ce papier dans environ 2 jours. Et t'es là, putain, ça va me prendre 2 heures. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour passer mon temps ? Alors donc pour toi c'est marrant les techniques. Oui non. Je rembraye sur l'article de Grégory parce que tout le monde n'a peut-être pas lu. Où en fait, grosso modo, c'est un article polémique, c'est pour taper du pied dans la fourmilière du jeu de rôle traditionnel, mais il y a un propos qui est intéressant en fait. Il explique que les maîtres de jeu de rôle traditionnel. Alors qu'est-ce qu'un jeu de rôle traditionnel ? Si on prend la définition de Frédéric Sintès, c'est tout simplement un jeu de rôle qui n'est pas à autorité partagée. C'est un jeu de rôle où le MJ a le dernier mot sur tout ce qui se passe dans la fiction, pour faire simple. Hein. Et en fait, il explique. J'aime pas trop cette définition. Je suis pas d'accord non plus. Ah bah c'est la définition de Frédéric Sintès. Frédéric Sintès n'a pas raison tout le temps. Ah oui, il s'appelle Frédéric Sintès, qu'il a toujours raison. Il me semble quand même que, en termes de jeu de rôle, dans le jeu de rôle traditionnel, il me semble quand même que le joueur a le dernier mot sur à toute autorité sur les actions de son personnage. En fait.
Il a Bon, allez, on va pas rentrer dans la grosso modo, c'est ouais. On fera un podcast avec Frédéric Sintès sur la notion de jeu de rôle traditionnel. Tout à fait, ouais. Ça, Bon, grosso modo, pour faire simple, on va dire les jeux de rôle à papa, quoi. Les jeux de rôle à papa. Voilà. Donc, en fait, il fait un message les jeux de rôle bien de chez nous, qui sentent la France. Qui s'appelle Lettre ouverte au MJ de jeux de rôle traditionnels, où grosso modo, attention, si vous voulez vous faire votre propre opinion, lisez l'article, parce que ce que je dis est forcément encore déformé par rapport à l'article. L'article lui-même cache en fait sa véritable intention aussi. Que grosso modo, les MJ du jeu de rôle traditionnel, vous êtes vraiment trop forts. Vous avez des manuels de jeu qui sont tout buggés de partout, des scénarios qui sont pas cohérents avec l'univers, des intentions. Vous utilisez des bouquins dont les intentions de jeu sont mal formulées et de toute façon pas. Donc là, on est d'accord que tu parles de l'article de Greg. Ouais, voilà, tout à fait. Vous êtes des héros, c'est ça. C'est pas fort. Et il dit vous êtes des héros parce que malgré ça, vous faites des super parties qui sont géniales. En convention, tout le monde se raconte ses souvenirs de parties. Le jeu de rôle est passionnant tout simplement parce que les MJ se sortent les doigts des fesses pour faire des super parties, même quand ils ont des jeux pourris. Voilà. Bon, il y aurait bien des choses à dire là-dessus, mais en fait, ce que je retiens de cet article, moi, on va dire pour ma petite usine personnelle, Thomas, c'est que c'est vrai qu'une partie de jeu de rôle, effectivement, le bouquin, le système est important, c'est vrai, le bouquin apporte vachement de trucs dans la partie, mais le MJ aussi apporte énormément de choses, et surtout justement dans les jeux de rôle où il n'y a pas de partage de la narration, c'est-à-dire plus le MJ a de pouvoir sur ce qui arrive dans la fiction, plus sa responsabilité est grande. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu réussis à nous citer du Spider-Man, c'est fantastique. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'il parle bien, cet homme-là. C'est une piquaiserie. C'est vraiment incroyable. Donc, en gros, les techniques, c'est tout ce qu'ajoute. Donc, si je me fie à ta définition, je résume. Ouais, c'est tout ce qu'ajoute le meneur de jeu de personnel en termes de système de jeu. On s'entend là-dessus? En termes de système de jeu, éventuellement peut-être de système de résolution. C'est tout ce qu'ajoute le meneur par rapport à ce qu'en disait la base à l'origine. En fait, il peut tout patcher. Il peut patcher toute partie, quoi. C'est-à-dire, il peut patcher le système de résolution, il peut patcher les techniques de maîtrise, il peut patcher les scénarios, patcher l'univers. Par exemple, s'il trouve que il joue à Star Wars, s'il trouve que les Jedi sont trop bourrins, et que ça correspond pas à l'idée qui se fait de la simulation de Star Wars, il va trafiquer les règles pour que les Jedi soient moins bourrins. Ou inversement, s'il trouve qu'ils sont pas assez bourrins, il va les booster. D'accord. Donc pour toi, par définition, les techniques ne font pas partie du système de jeu. C'est l'appropriation du système de jeu. C'est la cuisine personnelle du MJ, par un MJ, quoi. Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec cette définition. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que pour moi, les techniques font partie du système. Bon, bah, dans ces cas, pour mettre tout le monde d'accord, on va séparer, en fait, ce que fait le MJ et ce que dit le livre. D'accord, voilà, c'est ça. En fait, je te suis là. D'accord. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que le MJ, il va s'approprier le livre. D'accord. Et en tout cas, ce qu'on appellera des piquaiseries aujourd'hui pour ce podcast, c'est des techniques que tu as découvertes en maîtrisant certains types de jeux de rôle qui n'étaient pas dans le livre, que tu as ajoutés et où tu les as trouvés hyper fonctionnels pour les parties que tu souhaitais faire. Ouais, on est d'accord là-dessus. Pour faire simple, ouais. D'accord. Ouais. Et puis, évidemment, on n'a pas fait de plan, mais ce que parle un petit peu là en roue parce que je vais m'occuper du feu, il est en train de mourir. Ok. Ce que je vous propose en fait, c'est, je vais essayer de faire une présentation chronologique, c'est-à-dire un petit peu ma vie de MJ, quoi. Enfin, parce que c'est vrai que. Bon, on pourrait faire c'est quoi un bon MJ, un mauvais MJ, évidemment, il y a... Ouais, c'est simple, le bon MJ, il masterise une partie, il tire, et puis le mauvais MJ, il masterise une partie, il tire, mais c'est un mauvais MJ. Voilà. Mais... Il y a Romaric qui est en train d'hurler si je te laisse en roue libre pour balancer des conneries pareilles. Mais surtout la vérité, en fait. Mais après, on en parlera aussi sur comment aujourd'hui le game design, un dire un peu actuel, s'en empare. Mais la vérité, c'est que être MJ, ça s'apprend. Et que, en fait, sauf si t'as vraiment un livre qui est vachement bien. Dans le jeu de rôle traditionnel. Je suis de retour. Ouais, voilà. Être MJ, ça s'apprend. C'est-à-dire que quand tu vas commencer, tes parties, elles vont être pourries, quoi. Parce que les jeux sont pourris. Parce qu'il n'y a rien dans les jeux qui te donne les éléments pour faire. Tiens, c'est le moment où je reparle d'Anima, mon premier jeu que j'ai masterisé. Du coup, en fait, c'est tes techniques personnelles qui vont
En fait, c'est même pas une routine que vous auriez dû appeler ça avec Johan, c'est une rustine. C'est-à-dire un élément qui fait que ce système qui n'était pas vraiment compréhensible, pas vraiment clair, d'un coup, vous pouvez vous en prendre le contrôle parce qu'il y a une partie de vous dedans et donc vous avez réponse à Non, mais pareil, c'est à une époque, moi j'avais parlé avec une nana et en fait je lui avais dit que j'avais été obligée de changer pas mal de choses dans le jeu parce que ça marchait pas en fait, parce que juste il était pas fonctionnel tel quel. Et la nana m'avait dit ouais mais c'est la marque d'un bon MJ de faire ça. Mais en fait c'est moins la marque d'un bon MJ que d'un mauvais jeu qu'on est obligé de s'approprier en fait. Alors je suis pas d'accord. Thomas. Alors tout simplement, il y a une chose que je vais dire, c'est tous les jeux de rôle traditionnels ne sont pas pourris et encore heureux. Mais il y a plein de jeux de rôle traditionnels que j'aime bien. Si tous les jeux de rôle traditionnels étaient pourris, à la rigueur, on serait même pas là à causer de jeux de rôle parce que le loisir n'existerait pas. Il y a plein de jeux de rôle traditionnels que j'aime beaucoup. Mais par contre, je pense qu'il y a un postulat un peu tacite du jeu de rôle traditionnel qui est le livre c'est pas tout. De toute façon, le MJ il est là pour faire le truc à sa sauce. C'est un postulat, c'est comme ça, et je pense surtout dans les bouquins des années 80-90, c'est même écrit noir sur blanc, mais de toute façon, faites comme vous le sentez. Et donc, si tu pars de ce postulat quand t'écris un bouquin, si tu sais que de toute façon t'écris un bouquin pour un MJ que tu vas inviter à faire le truc à sa sauce, c'est normal que tu cherches pas à tout écrire, parce que dans le postulat, tu vas lancer des pistes, et après c'est au gars de se l'accaparer. Alors c'est vrai qu'on arrive maintenant aujourd'hui avec des jeux comme Apocalypse World, où en fait on est sur un postulat complètement différent, où par exemple le principe d'Apocalypse World de Vincent Baker. Vincent Baker Attention, il y a des fans. Excusez-moi. Le principe d'Apocalypse World, c'est qu'il veut que les parties de son jeu soient géniales, même si le MJ est tout pourri. Pour faire simple. En fait, c'est-à-dire qu'il explique. J'ai pas lu le bouquin. Peut-être que je me trompe. Mais si j'ai bien compris, il explique de A à Z comment tu dois faire pour que la partie elle soit bien, ou en tout cas qu'elle soit conforme à ce qu'il attend d'une partie d'Apocalypse World. Mais en fait, je pense que les jeux de rôle, je suis sûr qu'on pourrait trouver des exemples de jeux sortis dans les années 80 qui étaient déjà écrits dans cette optique-là. Mais je pense que 95% des jeux de rôle traditionnels, ils partaient du principe qu'effectivement, ils donnaient quand même un maximum de choses pour que ça se passe bien, mais ils partaient du principe aussi que c'était au MJ de s'approprier le truc. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Moi, j'ai une théorie là-dessus, ce que j'appelle la théorie du système du jeu de rôle. C'est qu'en fait, comme le jeu de rôle est une tradition en fait orale, on l'a transmise en fait dans l'oralité un petit peu de rôliste en rôliste par le biais de ce qu'on a appelé souvent l'initiation, ce qui fait assez d'ailleurs sectaire au final, ce qui a peut-être aussi fait le mauvais côté la mauvaise réputation du jeu de rôle, et que du coup en fait on s'est tous transmis un espèce de système de jeu. Ça se transmet de bouche de druide à oreille de druide. J'avais écrit un article sur un e-magazine qui s'appelait Petit Peuple, qui s'appelait le système du jeu de rôle, et dans lequel j'expliquais cette théorie. Mais je me demande s'il a pas disparu. Je sais pas, j'arrive pas à remettre la main dessus là sur le net. Donc voilà. Mais tout ça m'amène à ça m'amène, ouais. Du coup, toi, comment t'as fait avec tes picaseries? Voilà, c'est ça. Toi, en fait, Thomas, façon, là, vous allez voir que le podcast, il est pas du tout là pour tirer ce jeu de rôle tradi. C'est plutôt, en fait, je pense que ça va être une déclaration d'amour à la liberté que nous laisse le jeu de rôle tradi de faire notre propre Absolument. Truc. Alors Pika, on s'est rencontrés aussi. Et à la liberté justement de se transmettre des techniques sous le manteau et tout. Que finalement que les choses elles soient pas écrites, c'est vrai que ça nécessite un apprentissage, mais en fait ça fait partie du fun social de ce qu'est le jeu de rôle, quoi. Absolument, et je pense que le jeu de rôle ne générerait pas autant de discussions s'il était parfait, fini, parfaitement. Ou alors ça voudrait dire qu'un jeu de rôle traditionnel parfait, c'est en fait un jeu de plateau. Oui, mais c'est en partie ce que... comment dire ? Voilà, j'allais dire que c'est en partie ce que disent les gens sur Silent Drift. Les jeux de rôle parfaits existent, ce sont les jeux de plateau, quoi. Oui, mais c'est vrai, pas vrai, quoi. C'est vrai, pas vrai. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire des jeux de rôle. Parfait dans le sens complet. Non, mais attends, on est en train de faire du hors-sujet. C'est pas du tout le but de ce podcast. On va pas repartir sur cette histoire de système est important. Le podcast, c'est système d'amateur. De toute façon, c'est juste pour dire que, là, on part du principe qu'on fait du jeu de rôle tradi, et le jeu de rôle tradi nous invite à inventer notre propre technique. C'est ça. Donc là, on va parler des techniques qu'on a utilisées, nous,
au cours de nos parties de jeux de rôle traditionnels pour faire en sorte que la mayonnaise prenne, que l'immersion soit présente si on aime bien l'immersion, que l'histoire soit présente si on aime bien l'histoire. Pika, on commence par toi, t'as plein de picaseries à nous raconter et j'ai envie que tu commences ce podcast par la picaserie qui est probablement la plus célèbre sur le podcast de la cellule et la galaxie cosmique de la cellule, c'est la picaserie de la sonnette de maître d'hôtel. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Bon, je pense que les gens qui écoutent régulièrement ce podcast la connaissent déjà. Elle est tellement belle. Bon, alors ça illustre parfaitement ce que c'est qu'une picaserie en même temps. Tout à fait. Vous prenez une sonnette de maître d'hôtel. C'est pas facile à trouver. Hein. Moi, je l'ai trouvé. Bon, après, sur Internet, vous tapez sonnette hôtellerie, ça doit se trouver. Moi, j'ai trouvé ça dans un magasin de truc Jiffy, un truc comme ça de déstockage. Ouais, non, c'était tu sais les magasins d'objets fantasy, ce type Ultra Orange et compagnie. D'accord. Pylône. Bon voilà. Ça m'a coûté 8 €, donc ça va. Tu poses la sonnette au milieu de la table. Et en fait, tu expliques à tes joueurs, donc il faut un système avec une initiative. Hein, tu expliques à tes joueurs que si quelqu'un tape sur la sonnette, il a le droit à un tour où il y a que lui qui agit, quoi. Grosso modo, il a un tour d'initiative. Ouais. Ou en gros, il parle tout seul pendant 30 secondes. Voilà, il parle tout seul. Il n'a pas le droit d'être interrompu. Il peut faire une action. C'est surtout qu'en termes de simulation, il va pouvoir faire une action tout seul, quoi. Donc, tu peux faire un backstab. Tu vas faire voilà, t'as un temps d'avance sur tout le monde, poignarder dans le dos. D'accord. Ouais. Donc donc pour reprendre l'exemple, j'avais fait ça un scénar de Johan Scipion de son qui s'appelle House of the Rising Dead. Et donc j'explique, j'avais pas d'idée préconçue sur quand ça allait servir. Je pose la sonnette au milieu de la table, j'explique comment ça se passe. On joue tranquillement, personne touche à la sonnette. Et en fait, il y a un moment, le seul personnage qui a une arme perd son arme. Enfin, l'arme tombe à ses pieds. Et là, j'ai vu 2 joueurs qui se sont rués sur la sonnette comme des gros sauvages, quoi. Voilà, ça a fait un bruit de tous les diables et tout. Et donc ça a bien marché parce qu'en fait, pourquoi c'était intéressant? Bon, il y avait l'avantage de système, mais surtout qu'on était en pleine synesthésie. C'est-à-dire que à ce moment précis, encore un concept Frédéric Sintès, voilà, peut-être l'expliquer quand même. À ce moment précis, les joueurs ont ressenti quelque chose de très proche que leur personnage était censé ressentir. Les personnages ressentaient, c'est-à-dire oh putain, c'est le rush et c'est le plus rapide qui va gagner, quoi. Ouais. Donc ça c'était magnifique pour l'immersion, pour l'ambiance. On avait vraiment la sensation d'être dedans. On voit que comment dire, ce que tu attends ou ce que tu attends toujours, je ne sais pas, d'une partie de jeu de rôle Pika, c'est d'être dedans et que du coup d'être dans l'ambiance et que du coup cette sonnette te permet en fait de créer de la synesthésie comme tu dis entre les personnages et les joueurs. Je vais te dire exactement d'où ça vient. Alors vas-y, je t'en prie, vas-y. Parce que je suis pas certain d'être encore dans le même trip aujourd'hui, mais c'est pas grave, on finira avec ça. Comme moi j'ai découvert le jeu de rôle avec le jeu de plateau HeroQuest. Oui, bah oui. Donc pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est déjà un vieux truc maintenant, hein, ça doit être quasiment introuvable, hein, peut-être sur eBay, ça en a pris d'or. Ouais. Vous avez un plateau de jeu qui représente un donjon et en fait chaque joueur contrôle une petite figurine qui est son personnage. Il y a des petites cases. Voilà, il y a des petites cases et puis donc il y a un MJ qu'on appelle le joueur sorcier. Ah bon, le joueur sorcier, c'est pas le maître du donjon ? Non, il s'appelle le joueur sorcier. Ah bon. Tiens. Et qui contrôle en fait tous les PNJ qui en l'occurrence dans HeroQuest, hein, c'est très basique, c'est du porte-monstre trésor et donc en fait il va contrôler les monstres. Alors la vérité c'est que HeroQuest c'est un jeu de plateau. C'est un jeu de plateau avec une asymétrie, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a un rôle différent. Pour ceux qui connaissent, il y avait aussi Space Crusades qui est le même jeu que HeroQuest, mais dans l'espace, avec les fameux Space Marines de Warhammer, les Genesteller, des trucs comme ça. C'est peut-être plus récent, donc ça parlera peut-être plus proche de nous. Vous avez Space Hulk et surtout vous avez Descent. Absolument. Descent. Absolument. Détournant un peu ce principe, mais de façon très intéressante, il y a un jeu de plateau avec des donjons qui tournent. C'est Dungeon Twister. Dungeon Twister, oui. qui a des mécaniques vachement intéressantes. Excellent. Bon, alors, ça, ce sont des jeux de plateau, ce sont pas des jeux de rôle. Non. En fait, on ne demande à aucun moment au joueur d'interpréter un personnage.
Tu sais que voilà, ils déplacent leurs figurines, mais voilà. Et de même que le joueur sorcier dans HeroQuest, on ne lui demande pas de faire des tirades à ses personnages, on ne lui demande jamais d'improviser. Non. Alors à la limite, il lit c'est presque du Apocalypse World. Non, j'exagère parce que Apocalypse World t'explique comment improviser. Mais tu lis un texte en avance, le contenu du donjon est fixé en avance. T'as une série de quêtes. Ouais. Et donc c'est mon cousin qui m'a fait découvrir ça. J'avais 10 ans. Et alors quand tu découvres ça à 10 ans, c'est juste énorme parce qu'en fait les figurines, le niveau synesthésique, ça marche à fond, quoi. Ouais. T'as le plateau, il y a des meubles dans HeroQuest. T'as les figurines. Et en quoi cette découverte par HeroQuest t'a poussé ensuite à aimer le jeu de rôle faire des routines. En fait, c'est d'abord mon cousin donc qui m'a fait découvrir ça. C'est lui qui faisait joueur sorcier. Moi, je jouais un personnage. Et donc très porte-monstre trésor, super basique. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, dans le livre de base, il y a 10 missions. Ouais. Et au bout en fait, c'est ça qui est génial. C'était vraiment le génie de ceux qui ont rédigé HeroQuest. C'est qu'au bout des 10 missions, le bouquin s'arrête. Il y a juste une page qui dit avec un plateau vierge. Ah ouais. Et ils disent maintenant vous pouvez écrire vos propres dons, vous pouvez écrire vos propres quêtes. Faire vos propres dons. Alors les scénarios s'appellent des quêtes dans HeroQuest. Ils disent maintenant vous pouvez écrire vos propres quêtes. Et donc c'est ce qu'avait fait mon cousin. Il avait pris le truc au mot et il a écrit ses propres quêtes. Et au fur et à mesure qu'il prenait de la maturité sur le jeu, ça devenait de plus en plus du vrai jeu de rôle. Par exemple, on pouvait avoir à interagir tous les personnages n'étaient pas que des monstres. Par moments, des personnages étaient des habitants en fait du donjon avec qui on pouvait interagir, avec qui on pouvait parler et tout. Il y avait certaines épreuves. C'est génial. Génial. Dans HeroQuest, quand il y a un piège, tu es dans la pièce, tu dois dire je fais une recherche de piège. Et s'il y a un piège, tu le trouves, c'est automatique. Donc il n'y a pas d'interprétation de rôle. Après, lui, il avait corsé le truc où en fait il y avait des pièges qui étaient une véritable épreuve de logique. Et il fallait que tu mènes un raisonnement, tu vois, pour déjouer le piège et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qu'il faisait en fait sans connaître le terme? Il faisait du Donjons et Dragons. C'était ça en fait. Absolument. Il faisait du Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'il était sorti du jeu de plateau pour faire du Donjons et Dragons. Mais bien simplifié, parce qu'HeroQuest simplifie bien les classes de personnages et les règles. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'était bien parce qu'à la limite, et je pense que c'est pour ça que maintenant ils sortent les rétro-clones. L'avantage en fait, c'est que comme le système de résolution était très très simple, effectivement, il n'y avait pas de case. Ça laissait. Il y avait tellement de choses qui n'étaient pas écrites que ça laissait le champ libre. Mon cousin, puis moi-même après, il écrivait des nouveaux monstres en fait avec des nouvelles stats parce qu'il n'y avait pas assez de variété, donc il était obligé d'inventer des trucs. Mais donc du coup, ce que tu as en train de nous expliquer là, c'était tellement dépouillé. C'est quoi? T'as découvert le jeu de rôle par c'était une ouverture pour inventer plein de choses. Ouais, voilà. Donc, et donc moi j'ai fait pareil parce que je suis un grand imitateur en fait. Ouais. Je pense que généralement je m'intéresse à un truc parce que j'ai vu quelqu'un prendre son pied à le faire et du coup j'ai envie de faire au moins aussi bien. Et donc j'ai noirci, mais j'ai fait des cahiers entiers de parties d'HeroQuest. Ça a duré longtemps comme ça. D'accord. Et du coup, quel est l'autre jeu que tu as découvert après? Parce que HeroQuest, oui, mais après. Ouais. Alors sans rentrer dans les détails. La première partie de jeu de rôle que j'ai faite, de vrai jeu de rôle en fait. Bon, même si je pense que je faisais de la prose sans le savoir, c'est qu'au bout d'un moment avec HeroQuest, on faisait du jeu de rôle. On savait pas que ça en était, mais on en faisait quoi. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai découvert. En fait, j'ai joué à Advanced Dungeons and Dragons. D'accord. Donc le maître du donjon nous a fait une partie où en fait il n'y avait pas de plateau, il n'y avait pas de figurines. On commence avec une création de personnage. Je crée un nain. La création de personnage prend 1 heure, alors que HeroQuest ça prenait 2 minutes. Je me dis oh mais c'est chiant. Je me suis dit ça. Ouais. Je me dis mais le jeu de rôle c'est chiant quoi. En plus on a fait une partie, il n'y avait pas de figurines, il n'y avait pas de plateau. On était dans des cavernes et il dessinait à main levée des dessins tout pourris. Mais bon en fait il faisait ce qui était demandé dans le bouquin. Attention, je rappelle que c'est un podcast sur les techniques. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas d'histoire, tout était aléatoire, les apparitions de monstres étaient aléatoires. Il ouvrait en fait le manuel des monstres au hasard et puis il disait il y a ça qui vous tombe dessus.
Et en plus, c'était très mal dosé parce que j'avais un personnage de niveau 1, sauf qu'il y avait un autre joueur de la table qui, son personnage était niveau 15. Tu vois, parce qu'en fait, pour nous faire plaisir, il nous a fait venir dans la partie, mais l'autre avait tenu à garder son personnage qui était niveau 15. Bon, je vous fais pas un dessin. La partie était vraiment pourrie. Et je m'étais juré, je ferais jamais de jeu de rôle de ma vie après ça. Tout ça nous amène à la suite pour les picasseries. Parce qu'en fait, picasseries, on veut de la picasserie. Je pense qu'il appliquait le livre. Il appliquait le livre à fond, quoi. Et donc après, j'ai découvert l'appel de Cthulhu et ça m'a parlé en fait parce que j'étais super fan de Lovecraft. Donc du coup, j'ai découvert l'appel de Cthulhu comme ça. Là, on arrive déjà plus sur des jeux dits d'ambiance et d'horreur ambiance. Ouais, et dans l'appel de Cthulhu, je pense que le déclic qu'il y a eu, c'est que dans l'appel de Cthulhu, moi j'avais l'édition 5.5, il y avait des conseils de maîtrise. D'accord. Il y avait quelques conseils, alors je sais plus de quoi parler, mais par exemple, il me semble qu'ils disent que c'est cool de maîtriser à la bougie. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'ils le disent. D'accord, ouais. Et alors donc, là, ça, c'est une technique, par exemple. Pour moi, ça, même si elle est dans la base, Pika, ça, pour moi, c'est une technique. C'est-à-dire que c'est une particularité amenée par la base de Cthulhu, une donnée, un conseil de maîtrise donné au maître de jeu dans la base, de jouer en bougie. Je prends une technique qui, moi, me tient particulièrement à cœur. C'est quand vous jouez à Polaris de Ben Lehman, c'est de prendre... Alors, Fabien Invine n'aime pas trop cette technique parce qu'il se brûle les poils de bras à chaque fois qu'il la fait, mais moi, j'adore cette technique de prendre une bougie, de la mettre au milieu des joueurs, au milieu de la table, et lorsque la partie commence, de l'allumer, lorsque la partie s'arrête, de l'éteindre. C'est une technique qui vient de Christophe Buckley, que je salue au passage, que je trouve admirable pour jouer à Polaris. C'est super, ça met dans l'ambiance, ça ritualise le jeu. Ouais, voilà. C'est un jeu rituel déjà à la base. Ouais. Ça, c'est une technique. C'est une technique de jeu. Voilà, en voilà une du cru Christophe Buckley. Okay, et donc, du coup, c'est ces conseils de MJ qui t'ont amené aux picasseries, alors ? Si je comprends bien. Ouais, c'est, disons que... je pense que c'était une invitation à dire, de toute façon, parce que, par exemple, dans la base de l'APEC de Toulouse, il dit que c'est intéressant de maîtriser à la bougie, mais il dit pas que c'est obligatoire. Non. Et c'est une façon de t'expliquer que, ouais, mais de toute façon, faites-vous plaisir, quoi. Faites vos propres bidouilles, quoi. Donc c'est pour ça, moi le message du jeu traditionnaliste, c'est vraiment ça, c'est vas-y, mais fais ta propre cam. Nous on te propose un manuel de base qu'on a fait avec amour, on essaie de te donner plein de matos, mais quand même si tu pouvais toi aussi prendre ton pied à amener tes propres techniques, c'est ça qu'on veut nous en tant qu'auteur de jeu traditionnel. D'ailleurs on voit cette thèse-là, la thèse que tu défends là aujourd'hui, c'est exactement la thèse que défend Monsieur Fall dans le podcast avec Trick Track qu'on a enregistré au début de la saison. C'est-à-dire que c'est vraiment exactement ce qu'il dit, c'est que ce qui est très bien dans le jeu. Tu vois Flavie qui explique qu'il fait du narrativisme avec Anima, oui, mais c'est des techniques. C'était mon premier jeu. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, je ne crois plus du tout en cela. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, s'il fallait les techniques, pour moi, elles sont indispensables et elles doivent être énoncées dans la base. Parce que pour moi, c'est je pense qu'on fournir une base de jeu de rôle, détail à la fin. Ouais. Fournir une base de jeu de rôle, c'est fournir les clés d'une partie réussie. Et quand tu écris un jeu et que tu as réussi en faisant des playtests à faire des parties réussies, c'est ton devoir en tant qu'auteur d'expliquer comment, et comment c'est aussi dire quelle technique tu as utilisée pendant que tu menais ta partie. Et c'est ça, moi, qui me semble important. Alors, les picasseries, est-ce que tu as des techniques anecdote, c'est parti. Comme je disais, donc maîtriser à la bougie, hein, c'est le grand classique, hein, mais ça marche vachement bien. Moi, je vous incite, quand vous faites du jeu de rôle à ambiance, utilisez des bougies. Hein. Alors le problème des techniques, c'est que vous allez voir, on se lasse de tout. Il y a toujours un moment où on finit par se lasser d'une technique. Donc moi, je sais que j'étais tout le temps en train de changer, quoi. Alors, je veux des exemples. Voilà, on veut des exemples, hein, Thomas. Par exemple, je faisais mes propres écrans. Tu vois, ça, et par exemple, alors il est pas de moi, mais j'ai un ami, il avait fait un truc pas mal. Il faisait une campagne de vampires où il y avait plein de PNJ. Et en fait, il avait donc choisi une image pour chacun de ses PNJ. Et il s'était fait un écran maison où en fait c'était les photos de ses PNJ. Et donc il disait ouais, vous rencontrez celui-là. Puis à chaque fois qu'on parlait d'un PNJ, vous vous rappelez, c'est lui là, il tapotait l'écran pour montrer, quoi.
Donc voilà, en fait, on se faisait du matériel customisé. Moi, je sais que j'ai fait mes propres feuilles de perso. J'ai fait des feuilles de perso sous Word. Je peux vous dire qu'il faut avoir du courage. C'est clair. Donc déjà une première chose, c'est souvent et c'est presque la maladie d'enfance du MJ qui fait ces techniques, c'est faire son matos personnalisé, quoi. Ouais. Avoir son même, et puis il y a des joueurs qui font ça aussi, hein. On parle de techniques de MJ, il y a aussi des techniques de PJ. Moi j'ai vu des joueurs faire des classeurs concernant leur personnage, quoi, avec toute l'histoire du perso, des photos, tout ça, et c'est pareil, rien dans le bouquin les obligeait de faire ça, quoi. Donc c'est apporter sa touche personnelle. C'est fait par beaucoup de joueurs de Nephilim, ça, en fait. Parce que comme un Nephilim, t'es obligé d'être au courant de pas mal de choses sur l'alchimie, etc. Il y a pas mal de joueurs qui, en fait, se renseignaient vachement sur... et qui se faisaient carrément un classeur et qui, du coup, étaient au courant de plein de choses. C'était quasiment au fait de l'ésotérisme, comme les gens qui s'y intéressaient vraiment sans faire de jeu de rôle, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment... un peu comme les jeux de rôle historiques amènent forcément les gens à s'intéresser à l'histoire. Tu vois, la donc, vraie. On parlait de synesthésie, là c'est une autre facette, c'est l'implication en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment en fait, tu t'impliques plus. Ah, ça c'est important. Tu dépasses en fait la notion Pour toi, c'est important ça, Thomas. Voilà, si on a décidé qu'on allait se faire une partie de Jungle Speed, bah c'est juste on pose nos culs sur des tables et puis on joue. Tandis que quand tu fais du jeu de rôle, mais justement avec des techniques, tu mets ton personnel, ton matériel personnalisé et tout, c'est même plus que du jeu, quoi. T'es impliqué. En fait, tu sais que tu vas décupler ton plaisir de jeu si tu t'impliques. Moi, ce que j'appelle picaserie, c'est à chaque fois que j'ai joué avec toi, en fait, tu mettais en plus des techniques qui permettaient de presque de ressentir à certains moments ce que le personnage ressentait. Je m'explique. Par exemple, à Lacuna, qui est un jeu extrêmement paranoïaque, où on ne sait pas qui est manipulé par qui. Pour donner juste une référence pour Lacuna, c'est un jeu dans lequel les PV sont le rythme, les battements de cœur. Donc c'est vraiment la pression constante. Et ben là, tu nous avais demandé à tous nos portables. T'avais dit vous les laisser allumer. Numéro de portable. Thomas avait pris le numéro de portable. Tu nous avais demandé de prendre ton numéro et de t'appeler contrôle. Et en fait, on recevait dans la partie des textos de contrôle, quoi. Donc des textos du MJ qui t'indiquaient des choses à faire ou pas à faire, qui disaient attention, lui il est pas clair ou. Tout à fait. Voilà. C'est une idée qui était piquée dans Matrix où en fait quand t'es dans la matrice, l'autorité, va communiquer avec toi par le téléphone. Hein. Il me semble que des fois tu pouvais recevoir Nemo. Je crois que Neo par moment il reçoit des coups de fil en fait des gens qui sont dans la matrice, en dehors de la matrice, et s'ils communiquent avec lui comme ça. Donc c'était pour ressentir ça, quoi. Mais c'est ça, pour moi, c'est vraiment une picaserie. C'est-à-dire, c'est ça. C'est pas dans la base. C'est pas dans la base. Voilà, c'est pas écrit qu'il faut effectivement communiquer par texto avec les joueurs. Justement, à cette époque-là, on s'était interrogé sur est-ce qu'on a vraiment joué à Lacuna, tant les picaseries et les techniques que tu as rajoutées dans la partie de Lacuna qu'on avait faite, à savoir cette histoire de portable qui nous a vraiment immergés, je veux dire, pour le coup, on était dedans. Et tant ces picaseries ont ajouté un bonus, mais vraiment au jeu. Ouais, c'est-à-dire que je pense que pour moi, c'est une question que tu peux élargir à n'importe quel jeu. 30% du plaisir que j'ai pris à Lacuna, au moins, pour pas dire 70, venait de tes picaseries. C'est comme dans Milvaux. Tu te bases sur le jeu de rôle sombre, le système de résolution. Mais tout ce que tu as rajouté autour, moi je sais que ça me rajoutait du flip, il y a vraiment, parle-nous des picaseries parlons des picaseries de Milvaux. Ouais. Alors donc Milvaux c'est un univers pour le jeu de rôle sombre que je vais sortir j'espère prochainement. Je suis j'ai l'impression qu'à tous les podcasts tu vas le sortir. Là on est début mars et j'ai commencé les premières pages de la maquette. Mais bon, je vais pas donner de date de sortie parce que ça porte malheur. Le jeu de rôle sombre, il est déjà, moi j'estime que c'est un système, il a été surtesté, il marche à fond. Hein. Moi je suis le premier VRP de sombre. Hein. Je pourrais me battre dans la rue pour défendre sombre, il y a pas de souci. Mais même Johan, il a lui-même ce qu'il appelle des routines. Par moment, il explique dans ses conseils, il fait, c'est pas écrit dans les règles de base en dur, mais moi des fois je fais comme ça. Voilà, ça. Et voilà, il l'a pas mis dans les règles en dur. Par exemple, je donne un exemple de routine de Johan, avant de parler des miennes.
il explique qu'il mène sans écran. Donc il montre les caractères de ses PNJ pour qu'on sache exactement leur niveau de puissance. Et puis il a découvert une routine qui était intéressante qu'il n'avait pas fait avant, c'est que il se met plus en bout de table. C'est vrai que souvent le MJ il a pour réflexe de se mettre en bout de table, surtout si c'est une table rectangulaire. Il essaye de se mettre, il privilégie si peu avoir le choix les tables rondes, et de toute façon, sinon il se met dans la longueur de la table, si c'est une table rectangulaire, si possible encadrée par d'autres joueurs, quoi, pour être au milieu des joueurs et pour être un peu plus pour faire une sorte de maîtrise de terrain, quoi. On est vraiment à proximité des joueurs, quoi. On a un ami qui s'appelle Christophe Buckley. Coucou Christophe. Et lui, il fait ça en fait. Il va plus non plus sur le bureau face à ses joueurs qu'il toise. Non, il se met au milieu et au final, ça rapproche beaucoup. Pour anecdote, ça c'est une des premières conversations que j'ai eues avec Lionel Jeanneret, l'auteur de romances érotiques. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est que à l'époque, je me souviens que j'avais été émerveillé par ce qu'il disait. Il parlait du fait que justement, il avait remarqué qu'au cours de ses parties, la position qu'il occupait autour de la table de jeu de rôle influençait ses parties de façon significative. Il y a aussi le fait que tu sois assis ou debout. Ouais, non, mais tout à fait. Plus haut que les joueurs, plus haut que les joueurs, ou au même niveau. Exactement. Le ton de la voix, enfin tout ça. Le ton de la voix, absolument. En fait, ce sont des postures. C'est-à-dire que déjà la posture du maître de jeu est importante. Moi, je sais quand je vais en convention, j'étudie aussi la façon dont je m'habille. Et ça vient de Johan, parce que bon, je pense qu'il s'habille en noir tout le temps, mais il explique quand même que pour lui, ce soit important quand il maîtrise sombre qu'il soit habillé en noir. Ouais. Donc ça peut aller vachement loin. Il y a des MJ, moi je fais pas, mais il y a des MJ par exemple, tu fais une campagne de Seven Seas et tu viens habiller, tu maîtrises habillé en pirate. C'est génial. Ouais. Alors j'ai eu l'inverse, j'ai des joueurs qui climax d'une campagne de Seven Seas pour faire plaisir aux MJ, les dernières parties sont venus habillés en pirate. Ça, au niveau des joueurs, moi je dis aux joueurs chapeau bas. Ouais, ça, moi pour la dernière partie de Sens qu'on ait faite, j'avais amené à tout le monde un t-shirt de Sens. Je les avais fait moi-même avec chacun une phrase qui était culte de son personnage. Le dernier scénar de Sens Cosmo. Ce sont des techniques de team building. Et en fait, c'est important d'importer ça en jeu de rôle, parce que qu'est-ce que c'est le jeu de rôle et qu'est-ce que ça fait que c'est vraiment plus fort. C'est que effectivement c'est du team building, c'est un jeu social et il faut vraiment jouer avec ça, quoi. Il y avait une autre picaserie aussi dont on peut parler peut-être dans Milvaux qui était intéressante, c'était la picaserie des post-it. Est-ce que tu peux nous la raconter, Thomas? Ouais, alors en fait c'est ce qu'on va appeler une si c'est une routine. Dans Sombre, tu as des avantages à usage unique. Mais t'as pas mal de jeux avec ça, hein. Des jokers, quoi. Et en fait, moi, j'écrivais les avantages sur un post-it que je posais sur la feuille de personnage. C'est une routine qu'après Johan, il me semble qu'il a appliqué lui aussi. Et du coup, les joueurs, quand ils voulaient utiliser leur avantage, ils me donnaient le post-it. Et par exemple, dans Milvaux, c'est un jeu où tous les personnages sont amnésiques. Et en fait, tu peux avoir en début de partie un post-it flashback. Et tu utilises le post-it, tu le donnes au MJ, tu dis mon personnage a un flashback. Finalement, c'est un petit peu la sonnette de maître d'hôtel mais en post-it. Voilà, je joue mon Vatou, je joue mon Joker. Ce qui est génial, c'est que ça me fait, maintenant qu'on en parle un peu plus. Et le MJ a des post-it aussi dans. Ça me fait drôlement penser à des choses qui sont comme des bangs en fait. J'utilise ce post-it contre toi. Vas-y. On interrompt Flavie tout le temps là. Flavie. Ouais, ça me fait drôlement penser à des choses qui sont utilisées en GN en fait. Exactement. Et j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup des routines qui imposent de la synesthésie, j'allais en parler, ont des rapports beaucoup avec le GN, puisque du coup, ça nous oblige à utiliser notre corps, et au final, pour être en synesthésie, GN, soirée enquête, ouais. Est-ce que finalement, et c'est ça en fait, Fly, dont tu veux parler là, est-ce que finalement les routines qui nous plaisent le plus dans les picaseries, Fly, c'est pas les routines qui cassent le quatrième mur en fait? Peut-être, ouais. C'est-à-dire les routines où finalement on n'est plus vraiment en train de faire du jeu de rôle, on n'est plus des joueurs, on devient un petit peu notre personnage en train de le sonnette maître d'hôtel, c'est typique. C'est-à-dire que là tu obliges ton joueur à faire une action physique, d'accord ? Donc là du coup tu impliques le corps du personnage, moi, du joueur. Je pense ce qui a changé ma façon de voir, c'est quand j'ai commencé à faire des soirées enquête. De toute façon. Donc voilà, donc Fly a raison. Ça a été, à mon avis, ça a été révélateur. C'est-à-dire en fait, finalement,
pour favoriser l'ambiance et l'immersion dans des jeux, l'idéal serait peut-être d'aller chercher du côté des soirées enquête un peu les techniques qui sont utilisées. Voilà. Ça dépend peut-être les jeux, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que dans le jeu de rôle, on n'est pas assez impliqué physiquement en tant que joueur. Et dans la soirée enquête, je trouve que ça rate aussi. On en parlait un petit peu dans le podcast consacré à la Murder Party que vous pourrez écouter sur la cellule de cette saison. On en parlait un petit peu. Moi, je trouve que dans le jeu de rôle, il y a quelque chose qui, dans la Murder Party, il y a quelque chose qui va pas parce que, je trouve qu'on n'y est pas assez, tu vois. Et tu vois, dans un cas, on n'est pas assez impliqué, corporellement, et dans l'autre, le corps est tellement impliqué que du coup, on joue plus vraiment nos personnages. En fait, on a toujours le cul entre deux chaises et mal placé, quoi. On est toujours mal assis. Ouais, je sais pas. Moi, je sais que j'ai pris un pied phénoménal dans mes soirées enquête, voilà, mais. Ouais. Mais voilà. Ouais, là, ça devient subjectif, je sais pas. Alors pour les routines, pour poursuivre. En fait, là, grosso modo, c'est des routines où on va t'impliquer physiquement. Ouais. Je pense qu'il y a des moments où on va essayer d'impliquer émotionnellement. Alors, juste dire le mot, après on n'en parle pas en détail parce qu'il y a un podcast entier là-dessus. La musique, c'est une façon d'impliquer émotionnellement. Tout à fait. Les images, c'est vrai que utiliser des images, c'est vieux comme le monde, mais ça apporte forcément. On parlait aussi que physiquement, plus, même physiquement, tu vois, on retourne sur cette idée de physique quand même. Non, mais la semaine dernière, il me semble qu'on disait que les basses physiquement influençaient le corps. Ouais, je pense à une routine que tu utilises beaucoup aussi, que Yann utilisait aussi énormément. C'est un peu à nous, c'est-à-dire que quand quelqu'un à table tombe dans les vapes ou un truc comme ça, on le fait sortir. Ah, ça, c'est la routine classique. C'est hyper classique, mais ça marche drôlement bien. Et pour le coup, dans des jeux un peu parano. C'est pas mal genre, pour le joueur qui est isolé. Il se dit, du moins qu'il ait la patience, parce que tout le monde n'aime pas les apartés à pétition. Mais c'est vrai que isoler un joueur, ou au contraire, s'isoler avec un joueur, faire un aparté, c'est quelque chose qui fonctionne vachement. Vous pouvez au bout d'un moment, j'ai trouvé que les apartés nuisaient au rythme. Ouais. On va y revenir, mais le rythme est aussi important. Le MJ, un animateur, il doit gérer le rythme, en fait, que ça aille ni trop vite, ni trop lentement. Moi, je suis désolé, mais l'autre jour, là, quand on a fait le Cthulhu, qu'il y avait ton frère, c'était sa première partie de jeu de rôle, il est tombé dans les pommes, je l'ai fait sortir tout seul, dans le noir, ici, à la barreau. Je vais me dire qu'il flippait, quoi. Enfin, ça lui a pas fait plaisir de se faire sortir comme ça. Il a eu les boules. Ouais. Il a pas eu les boules, mais. Ouais, mais après, ça dépend s'il a eu entre guillemets moi, une fois, j'ai demandé à ma sœur de monter carrément dans notre grenier. Je peux dire qu'elle a pas aimé. Ah, voilà, mais ça fait des souvenirs, quoi. Ouais. Tant que ça reste du bon flip, ça va. Il faut toujours trouver ses limites. Donc un MJ, c'est quelqu'un qui doit écouter, qui doit être empathique. Ouais. Tout à fait. Il doit pas non plus faire. Il doit être à l'écoute du premier signe de ras-le-bol de ses joueurs. Mais ça c'est vraiment le problème. Quelque chose du jeu de rôle traditionnel. Dont on avait parlé à une époque. Je sais pas si tu le fais encore. C'est tu disais qu'au bout de tant de temps, il fallait faire une pause. Alors je sais plus ce que c'était. Je vais venir sur le rythme. Donc on implique physiquement, on implique émotionnellement. Mais ça, alors effectivement, donc on enchaîne tout de suite. La gestion du rythme. Ouais. Moi, j'ai tendance à trouver que c'est important, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis moi-même, en tant que joueur, souvent beaucoup ennuyé. Je me rappelle de parties entières qui n'ont pas décollé de la taverne. Et je me suis fait Après, serment de jamais serment que moi, en tant que MJ, les joueurs se feraient pas chier. Ouais. Je pense même des fois, je suis souvent plutôt dans le travers. Inverse, c'est-à-dire que c'est trop à l'écoute de tes joueurs presque. Non, c'est pas ça. Mais souvent, j'ai tendance à amener l'action au forceps, à être brutal. Ça c'est un défaut que j'essaie de corriger. Et en fait, d'être un peu trop directif au final. Ouais, et je suis capable de faire des parties, de maîtriser des parties qui durent 2 heures où il se passe 1 milliard de trucs, mais où c'est trop rapide, où les joueurs ont pas le temps de. Il y a des joueurs qui ont besoin de s'installer dans leur personnage, s'installer dans l'action, s'installer dans ce qui se passe. Donc le rythme, c'est pas trop lent, pas trop rapide. C'est vraiment une alchimie délicate. Juste ajouter un petit truc sur cette histoire de MJ qui doit être à l'écoute de ses joueurs. Je pense qu'un des problèmes du jeu de rôle, dans le jeu de rôle traditionnel, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec toi que dans le jeu de rôle traditionnel, le MJ doit être à l'écoute de ses joueurs. Le problème, c'est que toutes ces techniques, en fait, les limites, elles sont floues. Je prends un exemple qui est très intéressant, c'est sur rpg.net, il y a de ça des années. Christophe me racontait, c'était une des premières fois que je voyais Christophe,
il me racontait qu'il y avait des limites, des picaseries, enfin des techniques qui allaient beaucoup trop loin. Par exemple, aux États-Unis, il y a des gens qui jouent à Shadowrun avec des vrais flingues sur les tables. Voilà. Là, tu vois ce petit silence là ? Ouais, je ne ferai pas. Et ben justement, tu vois, le truc c'est ça, c'est que jusqu'où on s'arrête, jusqu'où on va, et je pense que le problème du jeu de rôle traditionnel, de Cash and Guns, par exemple. Bien sûr, les pistolets en mousse, tout ça, oui, super. Ce que je veux dire, c'est jusqu'où on va. Quand est-ce qu'on peut s'arrêter? Et c'est là que tu dis oui, le MJ doit être vachement à l'écoute de ses joueurs en termes de tolérance. C'est-à-dire jusqu'où on peut. Parce que par exemple, ta musique heavy metal à fond. Le contrat social. Voilà, on y arrive. Ce que je peux déplorer quand même, c'est qu'effectivement, il y a trop peu de bases. Ah, bon, je suis persuadé que ça change. Thomas. Qu'il y ait trop peu de bases qui parlent du contrat social. Et que en fait, il y a beaucoup de tables qui fonctionnent pas parce que on ne prend pas une demi-heure avant la partie pour se mettre d'accord sur à quoi on va jouer, comment on va jouer. Et quel est pas le de niveau contrat de social, pas de. Voilà. Moi, est-ce qu'on joue des héros ou est-ce qu'on joue des victimes? Tout à fait. Quelles sont les lignes, quelles sont les voiles? Est-ce qu'on aborde le sexe de façon crue ou au contraire? Moi, je me rappelle aussi de Fabien Hildwein, qui me racontait qu'il y avait un niveau, par exemple, dans, comment ça s'appelle, Breaking the Ice, il y a un niveau de tolérance en termes de degré de niveau sexuel. Jusqu'où on va? Est-ce que on va jusqu'au sexe hardcore, ou alors est-ce qu'on s'arrête au simple flirt, etc., etc. Donc il y a aussi tout cet aspect-là, en fait. Jusqu'où est-ce qu'on va? Et ça, il y a très peu de bases de jeux de rôle dans lesquelles c'est précisé, dans lesquelles c'est dit. D'où cette notion de contrat social. Mais ce que je voulais dire surtout... D'ailleurs, en commentaire juste, si vous avez des exemples de jeux de rôle où il y a des contrats sociaux, sortez des noms, hein, parce que c'est vrai qu'on a Breaking the Ice, mais ça se trouve, il y a peut-être des jeux vachement plus vieux et étiquetés traditionnels sur lesquels il y a des super exemples de contrats sociaux. Hein. Faut pas, on veut pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Tout à fait. Non, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, le jeu de rôle traditionnel a souffert des techniques aussi. Je pense que c'est un fort, si tu veux, ce que tu disais au début du podcast. En fait, il faut pas de technique sans contrat social. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu disais au début du podcast, c'est très beau et tout, sur le fait que le jeu de rôle traditionnel nous donne de la liberté, qu'on a des techniques, etc. Oui, mais à mon avis, c'est aussi ce qui lui a fait du tort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont utilisé des techniques qui sont allés trop loin en termes de psychologie, en termes de pression sur les joueurs. J'entendais des joueurs de sens qui font par exemple carrément des trucs, utiliser les phobies de tes joueurs. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Faire carrément des profils psychologiques de ces joueurs pour les effrayer exactement, pour appuyer là où ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Là, je parle pas de sens. Hein. Je voulais faire une autre anecdote. Non, mais on sait que c'est pratiqué. Effectivement. Voilà. Mais par exemple, dans ce sens, je voyais des joueurs qui faisaient même faire des maîtres de jeu qui faisaient faire des trajets en voiture à leurs joueurs, aux joueurs, quand les personnages faisaient des trajets en véhicule et les faisaient aller dans des hôpitaux, par exemple dans des hôpitaux de la région, et leur faire faire presque un GN, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah là, voilà. Réalité augmentée, quoi. Oui, mais là ça va parce qu'on sait les limites, parce que c'est aussi des GNistes et ils ont l'habitude, ils ont des contrats sociaux. Des contrats sociaux, tout est possible du moment que dans le contrat social on a ce soit clair. Voilà, si tu veux faire de la réalité augmentée, par exemple, une fois j'ai joué à 1000 veaux dans la forêt. Ça c'était super, on a fait de la réalité augmentée, c'était cool, quoi. Carrément. Mais parce que au départ, j'ai demandé à les 3 joueuses qui s'étaient prêtées à l'exercice, je leur ai demandé est-ce que vous êtes d'accord. Voilà. C'est une règle de savoir-vivre aussi, mais c'est bien de le rappeler, quoi. Mais ça, c'est important parce que quand on dit oui, les techniques font la richesse du jeu de rôle classique traditionnel, oui, mais elles ont fait aussi ses faiblesses. Mais je pense que c'est une technique aussi de jeu de rôle traditionnel sans contrat social. C'est-à-dire que moi, je commence toujours mes scénars en disant... bon, bah, moi, vous allez, si je vous dis, quand vous réussissez votre jet, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de machin, vous pouvez me croire, il n'y a pas ça. Je ne suis pas là pour vous manipuler, mais pour, si je vous dis quelque chose, c'est que c'est vrai. Enfin, je trouve que c'est bien, c'est important de préciser aux joueurs. Oui, soit vous pouvez me faire confiance, soit vous ne me faites pas confiance. Je sais que dans le livre source de 1000 veaux, j'écris pas mal de choses comme ça. Par exemple, je voulais, dans Sombre, la base de Sombre laisse le MJ libre de décider s'il propose à ses joueurs des choix informés ou non. Alors, c'est quoi un choix informé? C'est
J'essaie de trouver un truc. Prends ton temps. Ça pourrait être coupé de toute façon le blanc. Ouais. Ça sera pas coupé. On entendra Flavie dire ça pourrait être coupé éventuellement le blanc. Ou pas. Bon. Ah ouais, c'est chaud, j'ai pas d'exemple. Mais bon, grosso modo, quand tu laisses un choix informé, c'est quand tu expliques bien. Pour faire simple, moi, quand je joue à Sombre dans l'univers de Milvaux, si un joueur me dit qu'il veut tenter telle chose, je lui explique ce qui va se passer s'il réussit et s'il rate. D'accord, ouais. Ouais, ok. Et donc, je lui laisse la possibilité de changer d'avis sur l'action qu'il va faire si finalement il trouve que les risques. Voilà, je lui laisse peser. Tu lui laisses le temps d'évaluer les risques. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que dans la réalité, on évalue assez rapidement les risques. Oh, mais non, mais c'est pas forcément réaliste. Hein. Très bien. C'est plutôt. Non. Parce que en fait, je maîtrise Milvaux dans une optique ludiste. Hein. Donc, je cherche pas à être réaliste. Je cherche juste à ce que les règles du jeu soient les plus visibles possibles. D'accord, très bien. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Par exemple, je dis un exemple. Si tu décides de fuir en passant en traversant la mare, tu vas devoir faire un jet de corps. Si tu le rates, non seulement tu perdras 3 points de vie, mais en plus tu pourras pas traverser la mare. Du coup, je vais me dire, attends, je vais peut-être pas le faire. Ouais, tandis qu'un autre MJ pourrait très bien dire, tu essaies de traverser la mare, ok, pas de souci. Fais un jet de corps, j'ai raté. Bon, tu perds 3 points de vie et tu peux pas, t'as pas réussi à traverser. Alors, il faut savoir pour les auditeurs, juste 30 secondes, c'est que Flavie, en fait, est positionnée un peu à l'écart par rapport à nous, parce que comme elle est enceinte, elle est sur un fauteuil, donc parfois on la coupe parce qu'on ne voit pas qu'elle veut parler. Flavie, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. C'était juste, mais du coup, ça n'a plus trop d'intérêt après tout ça. Ah, désolé. Donc c'est pas grave. Parce que du coup, on n'arrête pas de t'interrompre depuis tout à l'heure, en fait. Je sais pas si t'as remarqué. À chaque fois que t'essayes de parler, mais tac, on te coupe et c'est juste dû à ta position. Preuve est faite que la position des joueurs est très importante autour d'une table. Et c'est valable aussi pour un podcast. Et le sens de l'écoute des participants. Fabien me disait qu'en communication, on apprend aux gens à être toujours à côté de son adversaire. C'est-à-dire, tu vois, toujours, par exemple, sur un plateau de télé, si c'est les gens qui décident eux-mêmes comment se placer, s'ils ont été instruits en communication, ils se mettront toujours à côté de leur opposant politique. Parce que être à portée de contact, ça permet de maintenir en fait d'abord un niveau de respect, etc., qui est important. Et deuxièmement, tout simplement, de pouvoir à un moment donné intervenir en touchant la personne. Pof, ça fait taire direct. Fabien, il me l'a fait à un moment donné dans un podcast, il était juste à côté de moi. Il m'a juste mis la main sur l'épaule. Hop, ça m'a fait taire d'un coup. Ça m'arrive de le faire. Des trucs comme ça. Ouais, quand je toutes ces techniques là de communication, de marketing, de machin. Moi, je connais quelqu'un dans le milieu du jeu de rôle qui les a particulièrement bien apprises. C'est Fabien Deneville. La Bible du meneur de jeu, c'est quoi finalement ? Il importe des techniques d'autres domaines, notamment le mind mapping. Exactement. Qui est une technique pour faire simple, le mind mapping, c'est tu fais des schémas pour préparer ta partie de jeu de rôle, quoi. Et par exemple, j'avais vu une conférence à Terminus Ludi qui m'avait vraiment beaucoup plu, où il expliquait que il fallait d'abord se demander le scénario de jeu de rôle, c'était qui, quand, comment, pourquoi, et ainsi de suite. Puis il faisait des petits schémas avec des flèches et tout, c'était très très intéressant. Il y a Sébastien Delfino qui est pour moi une tête en matière de scénarisation, qui pareil sur Casus No, il balançait des schémas et tout sur comment il voyait se développer un scénario. Donc n'hésitez pas à importer des techniques. Voilà. Moi, ce que j'utilise beaucoup, pareil, importer dans notre domaine, c'est des techniques d'organisation du travail en fait. Je fais des listes en fait de tâches. Par exemple, j'ai fait un article sur Scriptorium Ludique qui en parle, Thomas, qui s'appelle de l'ubiquité dans les idées, l'article, où en fait j'utilise une méthode d'organisation qui s'appelle la méthode Getting Things Done. Tout simplement, quand j'ai une idée, je la note toujours. Par exemple, ce serait sympa que dans un scénario, il était le Tubbies psionique qui attaque les PJ. Voilà, encore des trucs. Et je le mets dans un fichier Excel, quitte à mettre une catégorie. Par exemple, ça va plutôt être dans si je joue du lycéen, quoi. Donc, et le jour où je me mets à jouer du lycéen, j'en joue pas, mais bon, on sait jamais, tout est possible. Eh ben, je vais voir tous mes trucs tagués lycéenne, et puis tiens, ça tombe bien. Et souvent, en fait, quand tu notes des idées, tu vas les noter à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois d'écart. Et en fait, si tu les retrouves, si t'as bien fait tes catégories, quand tu accèdes à la catégorie, tu vas retrouver plein d'idées. Et là, tu vas les assembler, ça va donner un truc génial, quoi. D'accord.
Ok, donc ça c'est une petite technique de meneur de jeu, mais pour la préparation de scénario. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien d'être curieux quand on est MJ et de s'intéresser à des trucs qui sont proposés dans d'autres domaines. Tout à fait. Là, en l'occurrence, voilà, le marketing, technique la communication. de pub, technique de créativité de pub, où en fait tu vas collisionner deux trucs qui n'ont rien à voir. Par exemple, là j'ai une bouteille d'eau devant moi, là j'ai un livre et de l'eau. Ah, qu'est-ce que je ferais comme scénario là-dessus? Ah bah peut-être que on est dans un monde où le paradigme c'est on écrit sur l'eau. En fait, l'eau c'est un vecteur d'information et un tout. D'accord. Tu fusionnes en live, en live. Sous les yeux. Le jeu de rôle prosopopée propose tout à fait de faire ça. Oui, puisqu'il propose de choisir en fait un objet dans la pièce et de construire autour. Et ça vient de la pub. C'est technique de collisionner des objets pour trouver des idées. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler encore d'autres picasseries? Parce que toi, tu as beaucoup fait du jeu d'horreur. Hein, quand même, c'est quand même ton dada, c'est quand même de faire peur en règle générale. Pas que, mais pas mal. Pas que, mais est-ce que tu pourrais nous parler d'autres techniques? Quels conseils tu donnerais aux meneurs de jeux qui font de l'horreur et du jeu de rôle traditionnel aujourd'hui pour faire peur à leurs joueurs? Ce qui est très bon, c'est un moment de se mettre à crier, taper sur la table. Moi, j'adorais racler, gratter sous la table. Alors ça, je l'ai fait aussi. Ça, c'est un truc que j'adore. Des souvenirs. Ça marche. Ah, il y a 2 jours. Hein. Il y a 2 jours, je l'ai encore fait. Il y a des jours avec qui ça marche très bien. Oh là là, bah Fly, ça marche. Moi, typiquement, de toute façon, pour moi, c'est un peu tiré des films d'horreur, vous voyez. Le truc, où tout est très calme et tout, et à un moment, on entend. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, on voit en même temps une image un peu effrayante. Bah, moi, ça marche vachement bien. L'horreur, il y a toujours 2 types un peu de trucs d'horreur. Il y a le côté suspense. Il y a un truc qui va se passer, tu le sais. Genre, le côté un peu comme dans Alien 1, c'est que ça. C'est du suspense. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose de monstrueux, mais tu ne le vois jamais. Tu sais qu'ils se baladent, tu les vois se balader dans le vaisseau, tu sais qu'ils vont se faire attaquer, tu ne sais pas quand, etc. Et quand ils se font attaquer, il y a toujours ce petit côté schtack, tu vois, le petit côté tac, un truc qui surprend. Insidious, ils sont là avec avec ce faux appareil photo qui voit en fait, qui passe tout en couleurs différents. Tu sais qu'au bout d'un moment, quand ils vont passer du jaune, du bleu, du machin, tu sais qu'il va y avoir un truc qui va apparaître. Tu le sais, mais quand tu vois le machin qui apparaît, t'as quand même peur et tu sursautes comme une conne dans ta chambre. La technique, voilà, du meneur qui va avec, c'est ça, c'est le à un moment donné, on est en plein podcast. Voilà, il se passe un truc. Ah, vous avez mal aux oreilles. Hein. Ouais, voilà. Ça c'est vraiment la technique pour faire peur. Et ça, tu l'utilisais beaucoup aussi, Thomas? Ah oui, taper du poing sur la table, sauter. Moi, ou habituer les joueurs à un son régulier. Ouais. Et puis d'un coup, paf, tu le. Moi, il y a un truc dont je viens de me rendre compte que je faisais beaucoup et qui d'ailleurs Cédric quelque part me le reprochait parce que je lui foutais les boules quand je le faisais. C'est d'essayer d'avoir quand je joue mes persos, en fait, d'essayer d'avoir la même tête qu'eux. Alors tant que je suis une petite fille sympa, tout va bien, mais c'est le jeu d'acteur en fait. Le jeu d'acteur. Voilà. Et en fait, si tu te mets vraiment dans le truc avec la gestuelle et tout, moi je sais qu'on m'a déjà fait la remarque. En fait, je foutais les boules quand je faisais ça. En fait, j'avais l'air un peu bizarre. Avec toi, Flavie, il y a un espèce de problème d'uncanny valley. C'est-à-dire que quand tu fais le personnage, elle est ni vraiment le personnage, ni vraiment elle, et donc elle fout vraiment les boules. Mais elle joue la petite mémé. Moi, je suis assez fort pour faire les petites mémés inquiétantes. Ouais, c'est ça, les petites mémés inquiétantes. Voilà, c'est ça. Qu'elle fasse la petite mémé ou la petite fille. Flavie, elle fait toujours peur. Donc, ça pourrait coller au jeu d'horreur, mais je me souviens quand tu jouais à Sens Néant et que tu jouais les vents qui filaient, moi, ça me foutait les boules. Alors, c'est pas censé faire peur. Ça dépendait, c'était censé faire. C'est vrai que c'était des vents ténébreux, des grottes Exactement, parce que si tu te souviens bien du scénar, à la fin, c'était pas cool. Hein. C'est vrai. Alors là, je voudrais qu'on aborde. En fait, le roleplay, est-ce que c'est pas une technique finalement? Bah si, c'est une technique. Hein. Ah, ouais. Et puis, comme on voit dans quasiment tout ce qu'on a abordé, tout ça peut être un petit peu transposé au PJ. Moi, j'invite vraiment les joueurs à s'investir. D'ailleurs, j'avais écrit un article dans Dissident, le tout premier Dissident 0, qui s'appelait Bon PJ, mauvais PJ. Où en fait, j'invitais les joueurs aussi à s'impliquer comme le faisait un MJ. Et j'ai toujours apprécié quand les joueurs eux-mêmes faisaient des efforts pour apporter leur fille. Il y a aussi des techniques de PJ. Ouais. Parce que par exemple à Sens, on a créé pas mal de choses dans le jeu, mais aussi parce que on vous voulait, étiez investi, voilà. Absolument. Voilà. Absolument. Si Sens, il est parti. Et c'est là aussi où c'est important de créer un esprit d'équipe.
Je pense que les joueurs se c'est valable à Sens où tu joues une team. C'est valable aussi à pas mal d'autres choses. Je suis désolée, mais quand t'as pas esprit d'équipe, c'est peut-être mal choisi, mais d'essayer de créer vraiment de l'histoire autour de la table. Ouais, c'est-à-dire qu'ils voient pas juste une histoire se passer, mais qu'il y a des choses qui se passent autour de la table et que du coup, ils ont envie d'aller toujours plus loin. Genre, si l'histoire d'amour, elle peut être entre deux personnes de la table et que la personne jalouse peut être une autre personne autour de la table, ça va créer d'autant plus d'histoire et d'autant plus envie aux gens. Attention, ça peut être mal interprété ce que tu dis, Flavie. Ça peut être dans interprété. Le jeu de rôle. Voilà, parce que là, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'elle veut là. Elle veut faire du sexe avec son MJ pour avoir non, je parlais dans le jeu. Attention. Ah bah oui, mais voilà. Johan faisait un article là-dessus. Là, il a fait un article sur les filles en jeu de rôle. Bon, il parle de plein de choses, mais ce qui m'intéressait dans son article, c'est qu'il disait, il aimait pas trop. En convention, c'est l'arrivée d'avoir des ados à table. Et il aimait pas trop quand les jeunes utilisaient le jeu de rôle en fait comme couverture pour se draguer. Donc toujours faire attention effectivement. Et quel rapport avec les filles dans le jeu de rôle ? Il y avait un rapport parce que pour se draguer faut une fille. non. Quand on est hétérosexuel. C'était pas effectivement. Non, désolé, je réagis, mais non. Voilà, le jeu de rôle, on n'est déjà pas énormément de filles. Voilà, même si on a commencé. En fait, grosso modo, il parlait de. Qu'est-ce qui t'a dit ? Il parlait des filles dans le jeu de rôle en fait, et il abordait. Pourquoi faire un article sur les filles dans le jeu de rôle ? Pourquoi pas les personnes dans le jeu de rôle ? Parce qu'on lui avait posé la question. En fait, c'était une fille qui lui demandait comment se comportaient les filles à sa table. Et il avait qu'à lui dire, comme n'importe quelle personne. Oui, mais c'est exactement ce qu'il a répondu. D'accord. Ouais. Pourquoi faire un article après alors ? Mais il y avait des choses intéressantes dans ce qu'il disait. Il parlait notamment qu'est-ce qui se passe quand un garçon interprète une fille et tout. Et puis aussi qu'est-ce qui se passe quand on aborde la séduction en jeu, en fait. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec les filles, en fait. Ça, j'invite vraiment les auditeurs à écouter le. Ouais. Bon, c'est pareil. Ne faites pas un procès à un article. Lisez-le d'abord. Non, mais c'est juste que on n'est pas énormément de filles à. Même si on est de plus en plus nombreuses, je suis désolée, moi, dans les conventions, à chaque fois, il n'y a pas énormément de filles qui sont MJ. On n'est pas énormément dans les tables non plus. Ça va changer. Aussi, ça commence à changer. Ça commence à changer, mais quand même, on n'est pas hyper nombreuses. Et comme n'importe quel milieu dans lequel il y a énormément d'hommes, en fait, il y a souvent, moi, le nombre de fois où on m'a sorti, non, mais ta voix, elle est pas assez grave pour que tu puisses être classe. Non, mais ça suffit, en fait. Moi, j'ai déjà joué des mecs avec hyper bourrins. Je pense que toutes les filles qui m'écoutent, en fait, que fille ou garçon, en fait, on est juste des joueurs. En fait, je crois savoir d'où ça vient. C'est vrai que moi aussi, en tant que joueur, j'ai été. Je sais pas si on n'est pas en train de faire une grosse digression. C'est important. Je vais vous expliquer. En tant que joueur, j'ai été témoin effectivement aussi des fois de filles MJ qui galéraient. Je vais te dire pourquoi elles galéraient. C'est parce que les autres joueurs à la table attendent, en fait, dans leur tête, le rôle du MJ, c'était d'avoir l'autorité. Et, sans doute pour des raisons culturelles, il lui accordait pas cette autorité. Tu peux dire sexiste, hein. Oui, on peut dire ça, je pense. Ouais. Il lui accordait pas cette autorité. Mais ça revient aussi à un problème, à mon avis, sur lequel on n'a pas fini. Je pense qu'il y a encore beaucoup de tables de jeux de rôle où on demande au MJ d'être l'autorité et en fait d'imposer que grosso modo il faudrait si t'es MJ il faudrait avoir de l'autorité, il faudrait entre guillemets jouer contre les personnages et c'est un fait que à chaque début c'est quelque chose j'essaie de lutter contre ça. À chaque début de scénar quand le jeu masterise, je pose le contrat social en expliquant que je suis pas là pour être leur papa ou leur maman. Je leur dis soit ils sont des victimes, soit ils sont des héros. Quand ils sont des héros, ils ont pas besoin de me demander est-ce que je peux faire ça, ils le font. Point, du moment que ça reste correct, ils le font. Et c'est une technique parce que tout le monde n'a pas, même dans les garçons, tout le monde n'a pas l'autorité naturelle. Mais moi j'ai envie de dire, ça fait partie du contrat social. Voilà, aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui je suis malade, je vais pas pouvoir, j'ai une extinction de voix. Le MJ n'a pas à devoir hausser la voix ou faire preuve d'autorité pour pouvoir maîtriser sa partie. J'ai envie de dire qu'on fait le jeu de rôle qui nous ressemble aussi. Les Français sont bonapartistes. Ils attendent le président absolu. Ils pleurent sur le général de Gaulle. Peut-être pas ceux qui nous écoutent. Je sais pas quelle est la population sociologique et politique qui nous écoute. J'en sais rien. Mais voilà, tu regardes le français moyen, si j'ose dire, pour le moment. Et ben voilà, il vote à droite. Il attend d'avoir un héros comme président, papa président. Regarde ce que les gens lisent des enquêtes d'opinion sur François Hollande. Regarde ce que les gens attendent de François Hollande. C'est papa. Bon,
c'est comme ça, hein, le jeu de rôle qu'on... Ce serait intéressant. Il me semble que, par exemple, en Scandinavie, où il y a une culture, notamment de l'autorité, qui est vraiment différente, il me semble que le jeu de rôle en Scandinavie est vraiment différent de ce qu'on fait chez nous. Ah mais c'est possible. C'est zombie cinéma. Quand tu vois l'anecdote que je te racontais à propos des Américains qui jouent avec leur flingue sur la table à Shadowrun. Mais bon, après, méfions-nous de. Bon, c'est pareil. Désolé d'avoir réagi, mais c'est parce que. Non, mais de toute façon, tu vas avoir une attitude même en France, tu auras une attitude différente par table. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit. C'est cette question de l'autorité. Est-ce qu'un MJ doit être autoritaire? Vous avez vu comment c'est bien si les joueurs arrivent à concevoir le fait que non, le MJ, il est pas là pour parler plus fort que les autres. Même s'il a ce rôle de coordinateur. Quoi. Pardon, excuse-moi. Vous avez vu comme ce jeu de rôle, comme ce podcast sur les techniques dans le jeu de rôle implique des choses très personnelles. Vous avez vu comme ça nous amène à forcément parce qu'on parle d'humain. Hein. Oui, mais écoute, par exemple, si tu prends les podcasts précédents sur certains sujets et tout ça, à aucun moment il y a cette dynamique qui arrive. Parce que les techniques, je pense, sont laissées tellement libres, il y a tellement de liberté, encore une fois, qu'on tombe dans le travers. Enfin, dans le travers, je sais pas si c'est un travers, mais voilà, la liberté implique de la responsabilité. Et donc forcément, on est amené à parler de sexisme, de politique, de choses comme ça. Parce qu'évidemment, les techniques que des anarchistes, par exemple, vont mettre en place autour d'une table de jeu de rôle, et les techniques que des royalistes vont mettre en place autour d'une table de jeu de rôle. Alors, moi, je connais pas de royalistes, hein. Mais je connais des bonapartistes. Je peux te dire qu'en tant que MJ, c'est des tyrans. Et je connais des anarchistes. Hein. En tant que MJ, ah bah tiens d'ailleurs, ils ont arrêté de faire du jeu de rôle avec MJ. Ils font de la narration partagée, dis donc, mes anarchistes. Ah, curieux! Tu vois ce que je veux dire? Les techniques, à mon avis, sont liées, en fait, elles t'importent de toi dans le jeu. Donc, elles sont liées, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'un jeu, c'est important que dans la base se trouvent les techniques. Si tu veux que ton jeu soit un jeu d'auteur. Et pas uniquement un jeu à interpréter. Alors justement, tu me permets de glisser vers le dernier volet que je voyais. C'était les house rules. Les règles maison. C'est-à-dire qu'en fait, souvent un parti pris du MJ, c'est que effectivement les règles, il va garder celles qui l'intéressent, celles qui éventuellement il va les bricoler, il va rajouter des trucs à lui. Alors c'est marrant, j'ai vu une remarque, en plus elle a été faite sur plusieurs réseaux sociaux, je sais plus quel jeu sortait, alors j'ai plus les noms. Il y a Eclipse, à la sortie d'Eclipse Phase. Ouais. Il y a un mec qui a mis oui, bah alors en plus il y a Spirit of the Century qui vient de sortir en même temps. Du coup, vous allez pouvoir utiliser les règles de Spirit of Centuries pour faire du Eclipse Phase. Et là, alors pourquoi, ouais. En fait, grosso modo, pourquoi il sort son jeu si... Pour faire simple, il disait oui, c'est super Eclipse Phase, mais utilisez un autre système. Utiliser, voilà, c'est ça. Dans ces cas-là, autant jouer à l'autre jeu. Mais c'est vrai, donc tout ça pour dire que le house ruling, ça va effectivement. Mais moi, je l'ai fait moi-même. Hein. Par exemple, j'ai joué à Cult avec le système de l'appel de Cthulhu parce que c'est vrai que le système de résolution de Cult me faisait chier. Il me paraissait pas correspondre aux intentions du jeu. J'ai gardé ce qui m'intéressait, c'est-à-dire il y avait la balance mentale et les sombres secrets. Je trouvais un truc, c'était énorme. C'est ce qui m'a fait kiffer le jeu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Parce que c'est intéressant pour les auditeurs. Dans Cult, en fait, t'as une balance, oui, mais t'as une balance mentale. C'est un score qui va, je crois, de plus 50 à moins 150. Évidemment, plus tu vas dans le moins, mieux c'est moins ça va. Plus t'es barjot, quoi. Et donc il y a cette balance mentale pour mesurer ton niveau. Et puis tu as ce qu'on appelle des sombres secrets. C'est des trucs de ton passé qui sont vraiment sales. Tu as été victime d'expérimentation ou tu as été auteur d'expérimentation. Tu as été violé dans ta jeunesse. Enfin, plein de trucs super sales, quoi. Et que tu peux sortir, en fait, dans quel contexte? Qu'est-ce que ça te permet de faire sur le système de résolution? Tu sais plus? Il me semble que quand tu achetais quand tu achetais les sombres secrets, tu les achetais avec ta balance mentale. Et je sais plus trop ce que ça permettait, en fait. Et c'est con, mais je pense qu'on l'utilisait juste pour la couleur, quoi. En fait, je sais même pas si ça avait un impact réel sur le jeu, mais ça apportait de la couleur, un truc de fou, quoi. Enfin, c'était des bangs, en fait. Ouais. Même si c'était pas écrit dans le jeu, mais c'est pour les. T'as été victime d'expérimentation. Ce que tu appelles des bangs, faut quand même préciser pour les auditeurs. Ce sont des révélations, en fait, qui sont là pour faire rebondir l'histoire. Ouais, genre, voilà. Luke, je suis ton père dans Star Wars 5. Voilà, ça c'est un bang. Et donc c'est pas forcément des révélations, mais tu sais que c'est des trucs sur le PJ qui sont en cours.
ou alors peut-être que c'est moi qui comprends. C'est un type de scénario en fait. Scénario par bang. C'est un truc, ça. Bon, par exemple, là, on a failli tester Demiurge. Dans Demiurge, t'as ça en fait. Quand tu crées l'historique des personnages, ils ont des drames en fait, et ils ont des objectifs. Et en fait, tu sais qu'en tant qu'MJ, tu vas pouvoir leur servir. Par exemple, on a créé des persos à Demiurge. Donc Demiurge, le jeu de rôle traditionnel, le jeu de rôle de Frédéric Sintès, voilà. qui va sortir prochainement. Il est en phase de test. Je fais partie des testeurs. Ouais. Et en fait, il y a une des joueuses, elle a dit, en fait, ils ont un drame commun. Ils ont tous vécu l'incendie de leur orphelinat. Et en fait, elle dit, dans l'incendie, ma sœur jumelle est morte. Enfin, plus exactement, elle a disparu. D'accord. Alors là, j'ai fait là, c'est une technique de MJ parce qu'il me semble qu'elle m'a dit ma sœur jumelle est morte. Et moi, en tant que MJ, je dis bah non, elle est pas morte, ce serait pas drôle. On sait pas ce qui lui est arrivé. Elle a disparu. Et là, je peux dire que ça a commencé à partir de la table. Tout le monde a commencé à cogiter. Ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Et j'ai même des joueurs qui ont commencé à apporter des réponses. Et puis, je pense pas que la joueuse va dire. Il y a une autre joueuse qui sait exactement ce qui est arrivé à la fille. D'accord. Elle est allée me voir, elle m'a dit, moi je sais ce qui est arrivé. Alors voilà, ça c'est énorme quoi. C'est les bangs et c'est souvent, d'ailleurs, quand un jeu est bien fait, la plupart des MJ ils vont peut-être changer beaucoup de règles, mais souvent tout ce qui est porteur de bang ils vont garder. Les sombres secrets à culte, tu peux pas enlever ça de culte. Ou alors tu joues vraiment plus à culte. Tu peux dégager système de résolution. Mais c'est ça en fait. Mais tu vas garder les bangs parce que ça donne tellement de couleurs. Je te le dis que en fait aujourd'hui, à l'heure actuelle, le jeu de rôle vient de découvrir une nouvelle gamme sur laquelle jouer. C'est-à-dire que avant, on croyait que le jeu de rôle c'était système de résolution et univers. Et là, on vient de découvrir qu'en fait, on pouvait se passer du MJ. Comme dit Frédéric Sintès, le MJ était au-dessus de tout ça, de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais là, on vient de découvrir, du coup, avec la remise en question du maître de jeu, finalement, on vient de découvrir mais non, en fait, il y a un système de jeu aussi dans le jeu de rôle traditionnel. Et que du coup, comme on découvre, maintenant, il y a univers, système de résolution et système de jeu, on découvre d'un seul coup qu'il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir faire varier pour créer des jeux vraiment différents, vraiment nouveaux. Je pense qu'il y a une ouverture d'un coup. On peut donner de plus en plus de possibilités aux joueurs. Voilà, et ce qui fait que même s'il y a un MJ, ça n'empêche pas que le MJ devienne une sorte de joueur à part entière. Tout à fait. Et le principe Celui qui connaît les bangs, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et le principe de notre émission, le garage, à l'origine, quand on a voulu faire cette émission, quand Thomas, non pas Munier cette fois-ci, mais Poussou a voulu faire cette émission, c'était justement pour montrer ça, en fait. Ce qu'il voulait dire en créant le garage, c'est on va expliquer en fait à des gens qui font du jeu de rôle en ce moment, c'est-à-dire des créateurs de jeux, qu'il y a toute une nouvelle gamme sur laquelle ils peuvent jouer. Parce que c'est ça qui l'a aidé, lui, Thomas Poussou. Bon, au résultat, le garage, on sait plus trop bien où on va là avec les émissions. D'ailleurs, Thomas était en train de se dire qu'il allait peut-être arrêter parce que il trouvait que c'était pas bien, que ça allait pas dans le sens qu'il voulait, etc. Donc, les auditeurs postaient des commentaires pour qu'on garde le garage. Voilà, non, mais en fait, c'est pas qu'on va l'arrêter si tu veux. C'est qu'on est en train de vraiment depuis le début qu'on a créé cette émission, on se demande comment l'orienter, comment faire, comment présenter l'émission. Le garage, c'est les maçons. C'est hyper dur. Mais c'est vraiment difficile en fait, parce que tout le monde a des bonnes idées sur le truc et tout. Mais quand on les met en commun et quand on essaie d'enregistrer une émission avec les bonnes idées, souvent il y en a toujours un qui est pas satisfait. Thomas, il va dire non, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Il y a pas vraiment de réponse à la fin à la question, etc. Donc c'est vraiment peut-être parce qu'il n'y a pas de réponse malheureusement dans la création de voilà, jeu, c'est tout ça. simplement. Peut-être aussi. Et d'ailleurs. Je vais finir avec deux choses. C'est tellement vaste que c'est pour ça que quand tu crées un jeu. Quand tu vas sur les forums, parce que moi j'ai appris là où j'ai appris la majorité de ce que je sais sur la maîtrise, c'est en allant sur les forums. Ça a été vraiment mon lieu d'apprentissage. Et il y a toujours des mecs qui sont prêts à prendre du temps pour t'expliquer comment ils font ça aux petits oignons et tout. Ouais. Et voilà. C'est vrai, putain. Mais c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est que les techniques, c'est une source de discussion intéressante. Et de toute façon, c'est pareil. Si tu veux faire imploser un forum, si tu veux troller à fond, qui a envie de faire ça? Tu postes un topic, tu demandes, pour vous, c'est quoi un bon MJ?
voilà, non mais ça, c'est forcément tout le monde a une réponse différente, pas tout simplement parce que ça revient à poser la question, c'est quoi une bonne partie, quoi. Ouais, c'est clair. Et en fait, il y a autant de réponses que de joueurs, quoi. Mais oui, parce que voilà, si tu en plus, mais quand tu parles de GNS, ça peut expliquer, mais ça suffit pas, hein. GNS est un bon point de départ, mais ça la GNS, ça coupe le jeu de rôle en 3, mais tu peux le couper en 2 si tu sépares le jeu de rôle traditionnel, le jeu de rôle avec partage de narration. C'est toi qui dis ça que parce qu'en fait, techniquement, il n'y a pas des jeux de rôle sim, il n'y a pas des jeux de rôle sim, etc. Il y a des jeux à tendance, mais dans un jeu sim, il y aura des moments ludiques, je disais une bonne partie. C'est quoi une bonne partie? Il n'y a pas de réponse parce que évidemment. Il y a un type différent de bonne partie par joueur. Il y a des moments moi je peux kiffer une partie d'horreur tout comme je peux kiffer une partie où c'est très fort colors, on saute dans tous les sens et on botte le cul des méchants. Ça dépend de comment je me suis levé le matin. Tu vois, c'est intéressant parce que j'étais en fait quand j'ai fait le plan du podcast, je me suis demandé si les techniques c'était pas le propre du jeu de rôle traditionnel. Et en fait, alors ouais, justement, ça c'est une question. À moins que quelqu'un veuille prendre la parole, je voulais dire un mot là-dessus. Ouais, vas-y. Donc tu sais qu'il y a un jeu comme Apocalypse World, on en a parlé en début, qui part du principe qu'en fait, moi il me semble que le postulat de Vincent Baker dans Apocalypse World, c'est même un MJ débutant ou mauvais, il doit pouvoir faire une bonne partie d'Apocalypse World avec mon jeu. Voilà, c'est et ça, donc moi en tant qu'auteur du jeu, j'explique vraiment tout ce que le MJ doit faire. Voilà, exactement, ouais. Donc alors, c'est une approche. J'ai l'impression depuis tout à l'heure. Attends, excuse-moi. Hein, depuis tout à l'heure que je t'entends parler d'Apocalypse World, c'est pour te foutre de ta gueule. Ah non, j'aime beaucoup le principe. Alors, ouais. Et moi, je sais que j'ai eu une approche aussi de mon côté quand j'ai commencé à développer Influenza, qui a encore fait du chemin par rapport au podcast Garage qu'on avait fait. Bah en fait, quand je maîtrise à Influenza, ou que je joue quoi, ouais, j'ai pas de technique de maîtrise. Parce que le système gère tout. D'accord. Donc ça veut dire que ce qui est dingue, c'est quand je vais sur les forums, à chaque fois que les mecs présentent, ou sur PTG, PTB, à chaque fois que les mecs présentent des problèmes, en fait, comment résoudre tel problème dans un système et tout, je me rends compte que moi, le jeu le gère tout seul, la question se pose pas. Donc ça veut dire que tu es d'accord pour dire que les techniques n'existent que dans un jeu de rôle traditionnel, dans lequel finalement le système de jeu n'est jamais vraiment expliqué. Parce que les jeux ont été écrits dans cette idée-là. Voilà, dans cette idée-là. Que le MJ devait s'approprier le matériel. Je suis pas en train de dire que parce que c'est pas clair, c'est des mauvais jeux, etc. Je vois bien ce que tu dis. C'est très intéressant, vraiment. Mais tu vois ce que je veux dire? Et je pense que effectivement les jeux de la nouvelle génération ne laissent plus. Alors c'est difficile parce que c'est vrai que du coup on a été tellement habitués, moi le premier. À ce que le MJ, putain, c'était un héros qui était là pour sauver les parties, quoi. Il fallait qu'il mouille le maillot pour que la partie elle soit cool, quoi. Hein. Et c'est clair que de toute façon, tu te rendais compte que si t'étais crevé, si t'étais fatigué, si tu venais de perdre ton chien le matin, ta partie elle était moisie. Et c'est là qu'on voit la différence entre les très vieux joueurs et les joueurs comme moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas commencé il y a si longtemps que ça. J'ai dû commencer il y a 10 ans, quoi. Et moi, j'étais entourée, je vais pas dire d'un art de jeu de rôle, mais bon, voilà. Donc moi, j'ai pas du tout commencé comme ça, ce qui fait que moi, quand je masterise, en fait, moins j'en fais, mieux ma partie se porte. C'est-à-dire, moi, je suis pas un MJ qui parle beaucoup et ben, tu vois, moi, ça, j'ai dû le mettre dans ma base de sens pour que les gens le sachent, qu'on maîtrisait des parties comme ça, Fly, parce que c'était pas évident. Justement, parce qu'il y avait des gens qui disaient non, c'est le MJ qui tient un bout de bras. Je me souviens d'une partie de sens que j'ai faite où les joueurs, ils étaient choqués parce que il y avait pas de dés, donc ils trouvaient qu'ils avaient rien à faire. Ils me regardaient raconter l'histoire. Ouais. Alors on sait jamais en fait, c'est ça le truc, on sait jamais. Donc du coup, tu dois dire la technique en fait. Tu dois donner ta technique. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est un peu le problème auquel je suis confrontée actuellement dans l'écriture du bien sûr, de mon mais truc. Mais tu vois, Fly, il y a un truc qui est très intéressant au final, qui conclut, à mon avis, mais parfaitement ce podcast sur les techniques. C'est que maintenant qu'on a une vision du jeu qui est plus ouverte, on s'aperçoit que les techniques font partie du système de jeu. Elles sont vraiment partie intégrante du système. Ça ouvre aussi des portes énormes, en fait. Elles vont disparaître, les techniques, en fait. Parce qu'elles vont devenir propres à chaque jeu. Moi, je me suis rendu compte, quand je me suis rendu compte, par exemple, qu'Influenza, parce que, en fait, je pense que ça vient de la narration partagée. C'est-à-dire que quand tu fais un jeu de rôle à narration partagée, la dramaturgie doit être prise en charge par le système. Absolument. Et donc, quand je me suis rendu compte que le système, il prenait en charge la dramaturgie,
ça ouvre des portes énormes en fait. C'est-à-dire que je me demande et moi je commence à l'écrire aussi. Je propose des handicaps pour Influenza, c'est-à-dire des situations de départ différentes, des choses un peu forcées. Par exemple, oui d'accord, mais tu dois dans tes phrases, tu vas devoir écrire tel mot et tout. Et ben en fait, si tu as un système qui prend en charge la dramaturgie, qui prend en charge des trucs d'habitude tu devais porter à bout de bras, si le système il le fait pour toi, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose. Mais oui. Et je pense que du coup, tu penses qu'il y a de nouvelles techniques qui vont émerger? Je pense que ce soit des jeux de rôle à narration partagée, c'est-à-dire où le système il prend en charge la dramaturgie, ou que ce soit simplement des jeux de rôle où le rôle du MJ est scripté, par exemple dans Démurge. Tu parlais de Saint Seiya, dans Démurge, un scénario, il explique comment le scénario doit se passer. Il y a une succession, quoi. Si ça c'est pris en charge par le système, le MJ va peut-être, les joueurs vont pouvoir inventer encore autre chose, quoi, en plus, quoi. Et par exemple, je sais qu'à Influenza, mais je pense que ce serait valable à n'importe quel jeu avec narration partagée, on s'est mis à cogiter sur des points de dramaturgie pour aller encore plus loin, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, mais tu vois, quelque part, les techniques, la narration, le jeu de rôle à autorité partagée, ou le jeu de rôle où le système prend en charge vraiment beaucoup de choses, ne vont pas tuer les techniques de joueurs, mais vont nous permettre d'aller encore plus loin. Je pense. D'accord. C'est à explorer. Là, c'est vraiment une nouvelle frontière, en fait. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai l'impression, alors moi j'en sais rien, mais je pourrais lui poser la question en live, a priori. J'ai l'impression que le Grumf, d'ailleurs, s'inspire de certaines choses qu'il a pu lire sur Silent Drift et tout pour créer des choses dans ses jeux. Je pense notamment à différents petits jeux dans Mille Marches. Mais effectivement, ce qu'il appelle les musards. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il s'inspire de ça pour créer de nouvelles choses dans le jeu traditionnel, qu'il fait très bien d'ailleurs. Tout à fait. Déjà, même, tu peux continuer à faire du jeu de rôle traditionnel. Là, on parle plus de MJ, mais de game design. Mais t'occuper que la dramaturgie soit gérée par le système. Par exemple, si tu joues Pulp, je pense qu'il y a plusieurs systèmes qui le permettent. Si tu joues Pulp et tu écris dans la base que les personnages peuvent pas mourir, ou alors ils peuvent peut-être juste mourir si le joueur le décide. Si tu l'écris, noir sur blanc, ça veut dire que les joueurs ils vont pouvoir y aller. Ils peuvent se dire, il y a pas de souci, je peux sauter de toi en toi. De toute façon, je vais pas mourir. Dans Lady Blackbird, par exemple. Ton personnage, il peut pas mourir. En fait, il va juste être emprisonné ou incapacité, et ça va faire rebondir l'action. C'est-à-dire que les autres joueurs vont devoir trouver une solution pour le remettre dans le jeu. Mais tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est même pas, c'est pas une étiquette tradie, pas tradie, quoi. Est-ce que tu penses pas quand même que dans l'idée de technique, dans la définition même de technique, il y a ce côté de MJ qui devait tricher pour que les persos ils crèvent pas. Ah, mais il y a un truc si tu veux. Ouais, non, mais d'accord, ok. Mais il y a un truc c'est qu'au début on dit technique, au début du podcast finalement on a dit la technique c'est ce que le MJ rajoute sur, et là on est en train de dire oui mais aujourd'hui, à force que le DMJ rajoute des techniques, on en a fait finalement, les techniques se sont cristallisées, elles sont devenues des jeux à part entière, et aujourd'hui on est devenu, et c'est ça que tu disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'auteurs de jeux qui sont eux-mêmes des MJ, eux-mêmes ils importent ce qu'ils voient à leur table. Bien sûr. Tu disais on est arrivé à une nouvelle étape où les techniques, une fois cristallisées, devenues des jeux, une fois que ce jeu-là, après toi, Thomas, tu vas maîtriser ce jeu, Fly va maîtriser ce jeu, moi je vais maîtriser ce jeu, et il y aura des nouvelles techniques qu'on va apporter, et on va encore remonter du cran. Ça se trouve là, on est juste en train de voir naître une nouvelle génération de jeux, quoi, ou une nouvelle génération de façon de jouer. Ça, j'en suis convaincu, moi. Ouais, complètement. Ah, moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que là, ça n'a plus rien à voir avec les 10 dernières années, il y a eu un énorme chamboulement, et en fait, il y a même plus, on dit tradi, pas tradi, mais même les plus grands, même dans Pathfinder, t'as des trucs révolutionnaires, quoi. Puis même, moi, je vois les conventions dans lesquelles on allait il y a 10 ans, c'est plus du tout les mêmes jeux, c'est plus du tout les mêmes discours, c'est plus du tout les mêmes choses qu'on peut entendre. Ouais. Et là, je pense, et puis même, moi, tu vois, à Terminus Sudi, j'ai discuté avec Finrod, qui fait le fanzine Arcane Stone. Le mec, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il fait du jeu. Eh ben, il continue de s'intéresser à ce qui sort et tout, et il continue de faire évoluer ses techniques et tout. Enfin, voilà, c'est ça qui est génial, c'est que ce sera jamais figé, ça va toujours continuer à aller de l'avant, quoi. Bon, je crois que c'est vraiment l'excellent mot de la fin.
Oui, le jeu de rôle a changé, les techniques se sont cristallisées, sont devenues des systèmes, et sur ces systèmes peut-être émergeront de nouvelles techniques. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de passion, beaucoup de discussions. JDR.com. C'est assez énorme, à vrai dire. Je pensais pas que le podcast prendrait ce tournant-là, parce qu'à la base, c'était juste pour énoncer les quelques petites techniques que tu donnais, Pika, mais finalement, on a discuté des techniques en général, dans le jeu de rôle en général. Je pense que du coup, je vais changer le titre du podcast pour pas tromper les gens sur la marchanderie. Etc. Ouais, parce que sinon, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était. Merci en tout cas, Pika, d'être venu nous parler des techniques et de développer ces réflexions avec nous. C'est super. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Un prochain podcast qui verra le retour de Fabien Ilvine. On fera un petit retour sur Sens Néant avec Fabien. Voilà. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Bisous. Jouez bien, c'est ça qui compte. Râlez moins. Jouez bien.